Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous concerne absolument tous, l'argent. Mais attention, on ne va pas se plonger dans des tableurs ou des plans budgétaires. Non, on va explorer la psychologie derrière nos dépenses pour comprendre comment l'argent peut devenir un véritable outil pour mieux vivre plutôt qu'une source de stress. Alors, on commence fort avec cette idée de Morgan Housel. La richesse, ce n'est pas juste un chiffre sur un compte en banque. C'est en fait un sentiment, un écart entre ce qu'on possède et ce qu'on désire. C'est vraiment le point de départ de toute notre réflexion. Pour maîtriser son argent, il faut d'abord apprendre à maîtriser ses attentes. Allez, petite expérience de pensée pour mettre cette idée en pratique. Le fameux test de l'île déserte. Prenez juste une seconde pour y penser. La réponse à cette question, elle révèle presque instantanément ce qui nous est vraiment utile, ce qui améliore notre vie pour de vrai, et ce qui n'est là que pour le statut, pour impressionner les autres. C'est une distinction qui change tout. Et c'est en gardant ça en tête qu'on peut commencer à démolir certains mythes tenaces sur l'argent. Parfait, maintenant que les bases sont posées, on va s'attaquer à 4 grosses idées reçues. Et attention, il y a des chances que certaines de ces réalités viennent un peu bousculer quelques certitudes. Premier mythe, on l'a tous entendu, l'argent n'achète pas le bonheur. En fait, c'est plus compliqué que ça. Une grande maison, en soi, ça ne rend pas heureux. Mais si cette maison permet de rassembler plus souvent la famille, les amis, alors là, oui, elle devient un outil qui facilite des moments de bonheur. L'argent est un moyen, ce n'est pas la finalité. Et les données le confirment d'ailleurs. Une étude a révélé un truc assez surprenant. L'écart de bonheur entre les très riches et la classe moyenne est 3 fois plus grand que l'écart entre la classe moyenne et les bas revenus. Contrairement à l'idée reçue, pour la grande majorité des gens, le bonheur continue d'augmenter avec le revenu sans qu'on voit de plafond. Deuxième mythe, épargner, c'est se priver. Ouzel, lui, il retourne complètement cette idée. Mettre 100 € de côté, ce n'est pas renoncer à un plaisir de 100 € maintenant. Non, c'est acheter pour 100 € de liberté et d'indépendance, et ce, dès aujourd'hui. Chaque euro épargné, c'est un bout de notre futur qu'on contrôle. Troisième mythe, il suffirait de gagner plus pour être plus satisfait. La réalité, c'est que la clé du bonheur financier, elle se trouve souvent dans des désirs modestes, bien plus que dans des revenus élevés. Et il y a une histoire qui illustre ça à la perfection. Ce chiffre, 1800 $ par mois, c'était le revenu de la grand-mère par alliance de Ouzel. Pendant 30 ans, elle a vécu avec ça. Et pourtant, il dit d'elle que c'était la personne la plus heureuse qu'il ait jamais connue. Bien plus que certains gestionnaires de fonds qui brassent des millions mais en veulent toujours plus. Son secret, ses attentes étaient parfaitement alignées avec ses moyens. C'est tout. Et enfin, le quatrième mythe, celui du statut. On pense qu'une voiture de luxe va impressionner tout le monde. Mais en réalité, personne ne s'intéresse à ça. Quand on voit une belle voiture, on ne se dit pas « Waouh, le conducteur est admirable ». On se dit « Waouh, si j'avais cette voiture, les gens m'admireraient ». L'attention, elle est toujours tournée vers soi. Cette distinction nous amène pile au cœur du sujet, les 2 manières fondamentales d'utiliser son argent. C'est un cadre de pensée qui peut vraiment transformer notre relation à la dépense. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle d'un concept un peu particulier, la dette sociale. Attention, ce n'est pas une dette à la banque, c'est le poids des attentes qui accompagnent un achat. Une grande maison, eh bien il va falloir les meubles qui vont avec, puis on se sent obligé d'organiser des réceptions. Chaque achat de statut crée une sorte de cascade d'obligations futures. Donc, voilà la grande différence. La dépense d'utilité, c'est utiliser l'argent comme un outil pour notre propre bien-être. La dépense de statut, c'est l'utiliser comme une règle pour se comparer aux autres. La première est basée sur une valeur interne, ce qu'on ressent, la seconde sur une valeur externe, le logo que les autres voient. Le truc, c'est que la plupart des gens rêvent de la première, mais passent leur vie à courir après la seconde. Bon, alors, si le but n'est pas d'accumuler des objets pour impressionner les autres, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à bien gérer son argent, au fond? La réponse est peut-être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et pour ça, il y a une parabole qui est juste parfaite. C'est l'histoire d'un banquier en vacances qui tombe sur un pêcheur local. Le banquier est complètement abasourdi de voir que le pêcheur ne travaille que quelques heures par jour. Le banquier lui déroule alors un plan super complexe sur 20 ans pour qu'il puisse monter un empire de la pêche. Et après, demande le pêcheur, et le banquier, tout fier, lui répond « Après, vous pourrez prendre votre retraite, faire la grasse matinée, pêcher un peu, passer du temps en famille ». L'ironie est écrasante. Le but ultime de tout ce plan, c'est la vie que le pêcheur mène déjà, maintenant. Et voilà, c'est ça, la grande leçon. La plus grande richesse que l'argent puisse acheter, ce n'est pas le luxe, c'est l'indépendance. C'est le contrôle total de son propre temps. C'est pouvoir se réveiller le matin sans aucune obligation envers qui que ce soit et être libre de faire ce qui a du sens pour soi. Ok, on passe de la philosophie à la pratique. Concrètement, comment on s'assure que nos dépenses sont bien alignées avec cet objectif d'indépendance et de vie intentionnelle?
Housel propose un exercice un peu étrange mais hyper puissant, écrire sa propre notice nécrologique. Que voudrait-on que les gens retiennent de nous? Cet exercice met tout de suite en lumière ce qui n'a absolument aucune importance. La taille de la maison, la marque de la voiture, le salaire, et ça révèle ce qui compte vraiment. D'ailleurs, une étude menée par le gérontologue Karl Pillemer sur plus de 1000 personnes âgées le confirme. Leurs plus grands regrets ne sont jamais matériels. Personne sur son lit de mort ne regrette de ne pas avoir eu plus d'argent. Les regrets, ils portent sur les relations, la gentillesse, le temps passé avec les proches, toutes ces choses que l'argent est censé nous aider à apprécier, mais qu'on sacrifie souvent en courant après lui. Et on va finir là-dessus avec cette pensée qui résume tout. L'argent, c'est un amplificateur. Il peut devenir un poids psychologique ou alors un atout incroyable. Le but, ce n'est pas de le laisser nous définir, mais de s'en servir comme d'un simple outil pour construire une vie qui, en elle-même, est déjà riche de sens.